Chers amis internautes, bonsoir. Il était mon invité l'année dernière pour son livre Ce ruban de rêve et il nous avait alors livré son regard sur le 7e art aujourd'hui. Ce soir, c'est avec un nouvel ouvrage qui s'intitule Pourquoi j'ai choisi ma femme que Steve Moreau nous a fait l'amitié d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Steve. Bonsoir Jackie. Ça va, tu m'entends? Oui, très bien, très bien. Dis donc, je regardais le générique, il y a du lourd dans les images. Hein. J'avais oublié qu'il y avait tout ça dans ce générique. Oui, mais on va le changer, on va le changer. Ah bon? D'accord. Alors Steve, rappelons que tu es réalisateur et écrivain. Tu as déjà publié aux éditions L'Harmattan 5 romans et un récit, Ce ruban de rêve, Dos à la mer, Fin de bobine, Le sexe mon ami, Un homme lucide et Dos à la mer, La révélation, ainsi qu'un journal de tournage sur le film Le dîner de con. Mon premier film chez Léon Gaumont. Ton premier film comme auteur, producteur et réalisateur, Dos à la mer, est sorti en salle en janvier 2015. Mais ce soir, tu viens pour un nouveau sujet, une décision qui va irrémédiablement modifier le cours de ta vie. Alors, ton livre s'intitule « Pourquoi j'ai choisi ma femme ?» C'est une déclaration intime et provocatrice à la fois. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire maintenant ? Alors, c'est un texte que j'ai écrit il y a pas mal de temps. Et ce qui est drôle, c'est que l'idée m'est venue par un cinéaste qui s'appelle Stanley Kubrick. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que jamais j'aurais imaginé que Stanley Kubrick me donne l'idée d'écrire ce livre. Mais oui, c'est la stricte vérité. Ouais. Et en fait, j'ai lu une interview de Kubrick il y a une quinzaine d'années qui racontait justement ça, qui se posait la question pourquoi on choisit la personne avec laquelle on vit. Et pendant des années, cette question m'a taraudé et je me suis amusé à poser la question à de nombreuses personnes et je dois dire honnêtement que pratiquement personne n'est capable de répondre. Et moi, je trouve que c'est fascinant, moi qui m'intéresse beaucoup à des sujets spirituels. Moi, je pense que la recherche dans un couple, c'est surtout quelque chose qui correspond à une énergie, très souvent, visible, invisible, consciente, inconsciente. Bien sûr, il y a toujours, on va parler de l'aspect physique des choses en premier, parce que qu'est-ce qui nous attire en général, c'est une personne. On ne sait pas forcément pourquoi, d'ailleurs, cette personne nous attire ou non. Et ce sujet, voilà, m'a trotté dans la tête pendant des années. Et puis c'est vrai que on prend de l'âge, on change, on s'aperçoit que nos vies changent aussi. Moi, je suis avec ma femme depuis maintenant, depuis 2000, donc ça fait 25 ans. Et que je ne m'attendais pas du tout à passer ma vie avec cette femme-là. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Elle non plus, je pense. Et puis, ça fait 25 ans qu'on est ensemble et je me suis dit, bon, il faut à un moment donné que je pose ça sur le papier parce que je trouve que c'est un joli sujet, en fait, et que c'est un sujet universel. Et j'adore poser la question aux gens. Et depuis que le livre est sorti, j'adore qu'on échange à ce sujet. Et je dois dire que même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à me dire pourquoi ils sont avec leur mari ou leur femme. Oui, puisque souvent, en plus, ce sont des gens qui sont à l'opposé de ce qu'ils croyaient être leur type. C'est totalement ça. C'est totalement ça. Vraiment, dans 9 cas sur 10, tu as raison, tu es avec la personne que tu n'imaginais pas avec qui passer ta vie. Oui. Si tu permets, je vais lire la 4e de couverture. Il est écrit « Une demande, c'est un serment. Et on ne plaisante pas avec un serment. À la question « Désires-tu devenir ma femme ?» ce n'est pas une villa que l'on épouse, mais un lotissement, un bloc entier de notre existence qu'il sera impossible d'abattre ou d'effacer, même si séparation il y a. De ce choix si précieux, si déterminant, de nombreux événements découleront. Des réussites, des échecs, des années qui deviendront des minutes, toute une vie. Alors la question ne se pose pas à la légère. Chaque mot est comme un tatouage indélébile. Ces récits effeuillent avec pudeur et humour ces tranches de vie essentielles dans l'existence d'un homme, de la légèreté des amours enfantines aux responsabilités de l'adulte, en passant par les émois de l'adolescence. Qui ne s'est pas interrogé sur l'omniprésence des visages de femmes dans nos vies et leur force impénétrable? Dans quelle course effrénée à la promesse, à la confiance, l'homme parfois égaré, cet analphabète de l'amour sans refuge, s'engage-t-il?
Dans le cœur tourmenté des hommes se dessine aussi une voix singulière que nous livre ici l'auteur. On va vraiment aborder le sujet, mais je ne peux pas raconter tout le livre. Il faut que nos amis internautes se le procurent et le lisent. C'est vraiment très intéressant. Et tu étais surpris tout à l'heure quand tu as dit j'avais l'impression de lire un scénario. C'était prêt à filmer. Les scènes étaient posées, comme ça, chapitre par chapitre. Et ça t'a étonné. Oui, c'est vrai, non, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a un cinéaste d'ailleurs assez connu qui a voulu lire le livre, qui m'a dit ça m'intéresse pour le cinéma, donc je lui ai envoyé. Et non, je ne sais pas en fait, peut-être pour le théâtre aussi, tu vois, moi je vois bien en théâtre, ça pourrait faire quelque chose. Mais par exemple, sur Ruban de rêve, j'ai une amie à moi qui est adaptrice de pièces de théâtre qui m'avait dit que ce serait super pour le théâtre, parce que c'est presque un monologue en fait, où ça se passe dans la tête, dans l'inconscient de l'auteur, enfin du personnage, pardon. Mais ça, en fait, je sais pas. Moi, je suis déjà passé à autre chose, donc je me pose pas trop ce genre de questions sur mes textes, tu vois. Mais c'est plein d'humour. Il y a une grande profondeur de réflexion. Et puis toujours de la nostalgie en sous-couche, je pourrais dire. J'avais déjà eu ce sentiment l'année dernière avec ton précédent ouvrage. Et toi qui navigues entre cinéma, écriture et télévision, comment ces univers nourrissent-ils ton regard sur la société? Écoute, moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est que je me laisse porter par la vie. Je ne cherche pas à avoir un plan de carrière, de me dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Pas du tout. Alors, à 20 ans, j'étais plus à calculer. Et maintenant, j'en ai vraiment plus rien à faire. C'est-à-dire je me laisse vivre et je laisse la vie dérouler ce qui se présente sur mon chemin. Je crée des actions et ces actions emmènent soit vers du documentaire, soit vers de la fiction, soit vers du roman, soit vers du montage pour des réalisateurs, soit je fais plein de choses parce que ce qui me passionne d'abord, un, c'est les rencontres, deux, d'essayer plein de choses, ça c'est ce qui me plaît, et trois, mon objectif, et je sais que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui, c'est de garder mon enthousiasme. Et mon enthousiasme, c'est d'avoir de l'enthousiasme dans tout ce que j'entreprends. Ça, c'est la clé en fait, c'est la clé de voûte de ma vie. C'est de garder l'enthousiasme dans tout ce que je crée, dans tout ce que je mets en place, etc., etc. Que ça ait du succès, que ça rapporte de l'argent, que ça marche, que ça ne plaise pas et tout, je te dirais finalement que c'est totalement secondaire dans ma vie tant que ça ne casse pas mon enthousiasme. C'est pas douloureux, c'est facile, ça demande beaucoup de travail ou ça se fait spontanément chez toi? Il y a de tout. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, ça me demande de dépasser des choses. Il y a aussi des moments de découragement, il y a des moments de doute, tout ce qui fait, entre guillemets, on va dire, un artiste. Tu vois, on passe par toutes ces étapes-là. Mais la clé, là, vraiment, cette clé dont je me bats, c'est garder cet enthousiasme dans un pays qui est en train de sombrer totalement et qui n'en veut plus du tout d'enthousiasme, qu'on n'a rien à cirer d'enthousiasme, mais parce que tout est fait pour qu'il n'y ait plus d'enthousiasme, plus d'envie, plus rien. C'est tout un système qui s'est mis en place pour casser les énergies positives et casser la créativité des gens, des salariés, des ouvriers, des chefs d'entreprise et tout ça. La situation d'un homme de 50 ans aujourd'hui n'est pas de tout repos. Ta génération, c'est vraiment une génération charnière et en tant que telle, elle ne doit pas être toujours confortable. C'est une génération qui a grandi dans une société encore structurée par des repères clairs, des rôles de genre bien définis, une hiérarchie sociale plus stable, confiance dans le progrès et les institutions. Or, depuis les années 2000, cette génération assiste à une mutation accélérée des valeurs. On reconnaît les minorités, les visibilités des LGBTQ+, l'écologie est politique, le féminisme de la quatrième vague est bien prégnant. Les hommes de 50 ans, me semble-t-il, se trouvent donc entre deux mondes, celui de leur jeunesse, encore classique, et celui de leurs enfants, qui est beaucoup plus fluide et qui n'est plus hiérarchisé. C'est très juste tout ce que tu dis. Il y a beaucoup de sujets dans le sujet. Moi, ce que je constate, effectivement, c'est que je suis l'homme à abattre aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis blanc, j'ai 50 ans, je suis un artiste qui n'est pas célèbre,
Je suis hétérosexuel, donc si tu veux, je tiens toutes les cartes en main pour être l'ennemi public numéro un, enfin faire partie de cette nouvelle case qui devient l'ennemi public numéro un, ce qui est complètement dingue et stupide et puéril. Je vois bien vers quoi il va nous emmener, donc c'est sûr qu'il faut, on fait partie de tous ces gens qui luttons et qui se battons pour essayer de garder quand même une certaine dignité dans tout ça et d'osmose. Et puis c'est sûr que ils adorent diviser tout le monde. Donc, le but, c'est de diviser, de créer des clans. Un coup, je favorise l'un pour que l'autre soit pas content, pour que l'autre continue d'en vouloir à l'autre. Enfin, tout ça, on a bien compris leur cinéma. Mais la très bonne nouvelle, c'est que tout ça est en train de s'effondrer et puis que le château de cartes est en train d'être complètement redistribué. Donc, moi, je suis extrêmement positif pour l'avenir. Le présent est douloureux, le présent n'est pas drôle, le présent pue, le présent est nécessaire pour reconstruire un monde nouveau, ça c'est certain. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on sait qui est qui, tout est à découvert. Donc, c'est un régal de voir ce qui se passe parce que oui, ça fait mal, oui, ça blesse, oui, c'est pas beau, mais on ne peut pas faire autrement. On en parle souvent avec un ami à moi. À un moment donné, on pensait qu'on allait passer entre les mailles du filet pour que justement on n'ait pas ce passage obligatoire, mais on est dans ce passage obligatoire qui est qu'il va falloir que tout le monde affronte la situation pour réveiller les consciences globales. Donc, si on ne veut pas rentrer dans un système global, il va falloir que les consciences se réveillent pour combattre ce système global qui, lui, est là pour nous entre guillemets, nous anéantir, nous faire rentrer dans une matrice et qu'on soit tous identiques les uns les autres, ce qui est complètement stupide, inhumain et ne correspond pas du tout au fait de société. C'est quoi société? C'est quoi vivre ensemble? C'est quoi le monde? C'est quoi la vie? Toutes ces questions sont essentielles. Moi, à mon petit niveau, avec mes livres, avant, je parlais du cinéma, je traitais du cinéma, je traite des femmes et de l'hétérosexualité, et j'ai envie de parler de ça parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. Moi, j'aime énormément les femmes. Les ultra-féministes, aujourd'hui, elles m'embêtent parce qu'elles sont ultra-féministes sur certains sujets, et puis sur certains sujets graves, il n'y a plus personne, elles disparaissent, on ne sait pas où elles sont passées. Donc, c'est encore une fois, comme aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est la liberté d'expression à deux vitesses. Hein. Il y en a ceux qui ont le droit d'avoir la liberté d'expression et pas les autres. Bah, là, c'est pareil. Donc, si tu veux, voilà, j'essaie de répondre brièvement à ce que tu décris, sachant qu'il y a beaucoup de sujets, mais je trouve qu'il faut que tout le monde sorte de son déni, que tout le monde affronte la situation, que tout le monde se mette en position de positivation pour justement créer un collectif positif et que tout le monde se pose les bonnes questions sur dans quel monde il veut vivre. Et là, on va avancer. Oui, parce que, comme tu le disais, 50 ans, blanc, hétérosexuel, et puis on n'a pas évoqué le mot, mais non-wokiste. Ça te rend tout à fait spectateur et déstabilisé par l'évolution rapide des valeurs, des normes et des représentations dans la société contemporaine. Alors, est-ce qu'on a un sentiment de décalage? On doit éprouver un besoin de repères stables. Écoute, moi, le problème du LGBT, je n'ai aucun problème avec ça, ça ne me pose pas du tout de souci. C'est juste quand on commence à s'attaquer aux enfants, là, ça me pose un problème. Parce que là, je trouve qu'on franchit des limites qui sont inacceptables. C'est-à-dire que les enfants, il faut leur laisser faire leur vie. Les ados, déjà, ils sont déjà assez perturbés quand on est ado. On a tous été ados. Donc, on sait combien tu peux être fragile ou combien tu peux partir, tu peux vriller très vite. Donc, voilà, on ne touche pas aux enfants. Ça, pour moi, c'est clair et net. Et les adultes, après, ils font ce qu'ils veulent. Mais tout a été inversé. Mais tout a été inversé, on le sait pourquoi. Donc, cette obsession que les minorités deviennent des majorités, parce que tout le monde pousse à ça, quelque part. C'est qu'aujourd'hui, si tu es, dans mon cas hétérosexuel, finalement, ce que je voudrais, c'est que nous, on devienne la minorité. Donc, encore une fois, on essaie de pousser les uns contre les autres. Tout ça est complètement stérile. Mais les LGBT, ils ont le droit d'exister. Tout le monde a le droit d'exister. On est sur une planète, on est tous frères et sœurs quelque part, parce que on est tous sur le même bateau, donc on n'a pas à se détester, on n'a pas à s'en vouloir, on est tous citoyens du monde. Mais moi, j'ai jamais compris l'histoire des frontières et des passeports, parce qu'en fait, tout le monde devrait avoir le droit d'aller partout. Pourquoi on devrait chacun vivre dans un pays? Et après, le fait que chaque pays ait sa culture, moi, je trouve ça génial. Que chaque pays ait ses repères civilisationnels, je trouve ça génial. Sa langue, c'est tout, parce que ça fait
quelque chose de polymorphe qui devient extrêmement enrichissant pour l'humanité. Si on était tous pareils, ce que veulent les globalistes et les mondialistes, ils veulent qu'on pense tous la même chose, qu'on vive tous habillés de la même manière, qu'on boive la même chose, qu'on mange la même chose. Mais t'imagines la tristesse du monde si on vivait comme ça. Donc tout ça n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils vont s'effondrer, parce que ça ne peut pas fonctionner, une société qui fonctionne comme ça. Ce n'est pas possible. Donc après, concernant je te dis, moi, tant qu'on ne touche pas aux enfants, le reste, finalement, je m'en fous. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on n'a jamais eu autant. Là, je vais me faire l'avocat du diable, je vais m'amuser un petit peu. Mais on a le problème avec Brigitte Macron, toutes les histoires qui courent autour d'elle. Et en même temps, en parallèle, on n'a jamais eu autant de pression pour que les mouvements LGBT prennent la place qu'on voit à la télévision, aux Jeux Olympiques, aux cérémonies et tout ça. Et en même temps, on te dit, non, non, circuler, il n'y a rien à voir, tout est normal. Donc, tu es à mourir de rire. Qui finance tous ces mouvements en plus? Donc, si tu grattes, tu vois bien qui finance. Donc, c'est drôle. Donc, on nous prend vraiment pour des cons de 24 heures sur 24, mais heureusement, il y a beaucoup de gens réveillés, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, je salue tous ces gens qui se battent et qui s'informent et qui cherchent et qui, comme vous, citoyens, journalistes citoyens, c'est-à-dire tous ces gens qui prennent sur leur temps, dans leur énergie, qui prennent aussi des risques, parce que tout le monde prend des risques aujourd'hui, même si ça paraît complètement dingue, de prendre des risques même en diffusant des informations ou en invitant des gens, ce qui est quand même fou. Donc, je vous salue toutes et tous, gens qui nous regardez, c'est parce que vraiment, chaque petite goutte d'eau forme des océans. C'est ces petites gouttes d'eau qui permettent que les choses se tiennent et qu'on arrive à communiquer et à dire attention, vigilance là. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort, mais vigilance. C'est ça, c'est toutes ces petites lumières qui s'allument et qui disent attention, là il y a quelque chose qui n'est pas net. Faites attention. Ce que tu dis à juste titre, on ne touche pas aux enfants, point final, et pourtant toute la société s'attaque aux enfants. Mais oui, parce que oui, c'est la nouvelle génération, donc il faut que tu t'attaques à la nouvelle génération. Avant leur naissance, la façon dont on demande aux femmes enceintes de se faire vacciner, les bébés, tous les vaccins, les 14 vaccins obligatoires, après l'éducation à l'école, l'enseignement de la sexualité, du plaisir, etc. C'est vraiment les pervertir à un point inimaginable. Et puis rien n'est fait sur tous les enfants qui sont victimes d'actes pédocriminels, et il y en a 400 par jour qui sont agressés. Alors, je suis d'accord avec toi, bien sûr, on ne doit pas toucher aux enfants, mais tout est fait pour qu'avant même leur naissance, ils soient au pire, ils n'existent pas, ou ils meurent à la naissance, et dans le reste des cas, ils ont beaucoup de difficultés à grandir de façon saine, hein, que ce soit sur le plan médical ou psychologique aussi. Mais de toute façon, pourquoi ils s'attaquent aux enfants? C'est que si demain tu as un enfant qui naît et on lui dit ta vie c'est le QR code, tu dois avoir un QR code pour exister, tu dois avoir un smartphone pour exister, pour avoir ton crédit social, pour avoir tes points pour manger, tes points pour boire. Si à la naissance, un enfant ne vit que ça, n'a accès qu'à ça, mais il croit que le monde c'est ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça qu'ils essayent de mettre en place, c'est-à-dire de mettre en place une nouvelle société. Mais d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, on va tuer la religion, on va créer une nouvelle religion, on va créer tout un nouveau système, un paradigme. Même Orwell n'aurait pas imaginé tout ça. Donc, si tu veux, il avait prédit. L'enfant, si tu détruis l'enfance, tu détruis tout. Tu détruis tout si tu détruis l'enfance. C'est pour ça qu'il faut absolument protéger les enfants. Et toutes les mesures qui sont en train de soi-disant de mettre en place concernant pour moi, c'est ce que je pense. Ouais. Soi-disant, les moins de 15 ans, il faut éviter qu'ils soient sur les réseaux parce qu'ils sont en danger, mais ils n'en ont rien à cirer, les gamins. C'est pas ça qu'ils ont. C'est que d'abord, eux, la censure, ils ne maîtrisent plus le récit. Donc, si tu veux, tout ce qui passe par Internet, ils ne le maîtrisent plus. Donc, ça n'a rien à voir avec les enfants. Puis, s'ils avaient vraiment envie de protéger les enfants, ils s'attaqueraient à la pédophilie, ils s'attaqueraient à tout le système qu'il y a autour. Tous ces gens qui sont concernés par ce qui se passe. La France, il ne faut pas oublier, c'est Pédoland. C'est l'un des pays dans le monde où il y a le plus de pédophiles. Donc, oui. Est-ce qu'on s'y attaque? Et quand il y a des gendarmes ou des policiers qui s'y attaquent sérieusement, on leur dit non, non, mon gars, circule là, parce que là, tu es en train de toucher à quelqu'un qu'il ne faut surtout pas toucher. Tu vois, donc, on ne s'attaque pas au problème.
tout ça, c'est des dérivatifs, c'est des diversions, puis ça distrait, puis ça t'occupe. Puis pendant ce temps-là, ils avancent sur d'autres dossiers plus graves, plus sérieux. Ils gagnent du temps. L'objectif de ces gens aujourd'hui, c'est de gagner du temps. Pour gagner du temps, pour pouvoir mettre, après la tyrannie, le système de dictature au point, et rapidement. Mais ça ne va pas fonctionner. Et je pense qu'il y a un vrai réveil mondial. Ce réveil mondial, il ne va pas aussi vite qu'on l'espérait parce que ça va très vite. Et que les gens du bien, on va dire ça entre guillemets, hein, les gens du bien, on va dire ça comme ça, ont du mal à s'organiser, ont du mal à se regrouper, ont du mal à faire noyau, alors que les gens, on va dire entre guillemets, du mal, eux, ça fait bien longtemps qu'ils ont fait noyau, parce qu'ils ont tous leurs intérêts à sauver en faisant noyau, et toute leur merde à cacher, donc ils sont obligés de faire noyau, et très vite. Et là, on a un déséquilibre de rapidité. Je pense que ça s'excite parce que ça ne va pas assez vite, mais en même temps, je pense que cette inertie fait que ça roule quand même. Le rouleau compresseur, le tsunami est en train de se former et d'arriver. Donc, moi je dis à tout le monde, restez positif, soyez calme et plus dans la colère et passez à autre chose. Essayez de vous rapprocher de collectifs qui ont envie d'aller dans votre sens, de gens qui ont envie d'aller dans votre sens, pour que justement cette énergie reste constructive et positive. Si vous commencez à regarder toute cette actualité qui est anxiogène et qui est faite pour vous plomber et vous rendre malade et vous rendre malheureux et surtout vous nourrir, ils se servent de cette nourriture négative pour alimenter à eux leur nourriture négative, pour prendre de la force. Éloignez-vous de tout ça. Et si vous vous éloignez de tout ça et que vous rentrez dans un autre état d'esprit, vous allez voir, on va avoir des résultats spectaculaires. Et on commence à avoir ces résultats, mais c'est très, très long. Tu restes optimiste donc devant la mutation des valeurs et devant les représentations actuelles. Mais de toute façon, on n'a plus le luxe d'être pessimiste. On n'a plus le luxe. C'est terminé, ça. On n'a plus le temps là, à se poser 150 000 questions, à se dire non, c'est terminé ça. Maintenant, il faut aller. Je veux dire, pratiquement tout le monde aujourd'hui a les infos, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait vers quoi on va. Donc maintenant, il faut passer à autre chose. Commenter, des commentaires de machin. Donc chacun à son niveau peut passer à l'action. Moi, j'écris des bouquins, je fais des films, il y en a qui font d'autres choses dans la médecine, il y a des médias indépendants, voilà, il y a plein de gens qui agissent, il y a des gens même dans la finance. Moi, j'ai un ami qui est dans la finance et qui, lui, essaye de faire du bien à travers la finance, c'est-à-dire d'aider des gens, parce qu'il sait que les gens, à leur retraite, ils seront dans la merde. Donc, tu vois, c'est plein de petites choses comme ça qui sont qu'il ne faut pas s'attendre à faire des révolutions ou à vouloir absolument changer le monde ou attendre un Messie. Ça n'arrivera jamais. Il n'y aura pas de Messie qui viendra nous prendre par la main et nous dire venez voter pour moi et vous allez voir, ça va être magnifique, on va vaincre tout ça. Tout ça, c'est terminé, c'est mort. Étienne Chouard, il a tout compris vers quoi il faut qu'on aille. Et il faut rejoindre des gens comme ça qui ont envie d'aller dans cette direction pour redonner le pouvoir au peuple, redonner le pouvoir aux citoyens, qu'on remette tout ça d'aplomb, qu'on remette ce pays, cette Europe et tout cet Occident d'aplomb, parce que ça va pas durer. Donc, moi, je suis très positif. Qui veut vivre comme ça? Qui veut vivre avec un crédit social? Qui veut vivre avec son petit point pour rentrer dans un supermarché, avoir le droit d'acheter une tablette de beurre? Mais qui a envie de vivre comme ça? Donc, bien sûr qu'ils s'intéressent aux enfants en premier, parce qu'une fois qu'ils auront créé tout l'enchaînement social dans l'esprit des enfants, et plus ils sont petits, plus tu peux mettre en place cet enchaînement social, eh bien, la première cause, c'est les gosses. Il faut s'attaquer aux gamins. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'on te dit, oui, on va protéger les enfants d'Internet. Que fait le président de la République quand il a 2 secondes? Il est sur Internet avec des blogueurs, montrant ses biceps, en montrant. Et le mec, il fait le kéké sur Internet alors qu'il dit qu'il faut absolument censurer tous ces réseaux sociaux qui font du mal qui diffusent des fausses informations. En plus. Mais bien sûr que les réseaux sociaux, tout n'est pas vrai, que tout n'est pas rose, que tout n'est pas. Mais en attendant, il n'y aurait pas les réseaux sociaux aujourd'hui. Comment on ferait pour avoir de l'information? Comment on ferait pour échanger? Comment on ferait là pour se rencontrer, pour discuter? Heureusement qu'il y a ça. Et ça ne veut pas forcément dire que tout ce que je dis est vrai, que tout ce que je dis est bon, que ce que j'ai raison. D'abord, je ne cherche pas à aller dans ce sens. Je cherche juste, on est en démocratie, on a le droit de communiquer, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de partager
d'échanger. Et justement, c'est souvent qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un que l'on apprend de l'autre et qu'on apprend de soi-même. Très bien. Rapprochons-nous du sujet de ton livre sur… Tu m'as lancé, hein, moi j'y vais. Hein. Ah ben oui, merci, merci. Alors, le titre, pourquoi j'ai choisi ma femme, c'est un titre qui nous invite naturellement à parler d'amour, de fidélité, de choix, mais aussi de regard sur les femmes. Alors, ce livre semble vraiment être une lettre d'amour, mais autant qu'un manifeste. Quelle image de la femme défends-tu? Moi, j'adore les femmes, donc, et je ne suis pas du tout un coureur, je ne suis pas un dragueur ni rien, donc je suis très à l'aise avec ça. Mais moi, je suis un homme de l'image, donc déjà, je fais des photos, je tourne, j'ai une caméra dans les mains pratiquement tous les jours de l'année. Donc, c'est sûr que de filmer des femmes, de voir des femmes, c'est tout ce que j'aime. Alors, c'est sûr que et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de nostalgie. Et c'est vrai que dans tout ce que j'entreprends, il y a de la nostalgie. Il y a vraiment quelque chose, il y a ça. Et d'ailleurs, le film que je tourne actuellement, tout le monde n'arrête pas de me dire ça. Quand ils voient mes images, ils me disent, il y a quand même de la nostalgie. Et c'est très beau, mais il y a de la nostalgie. Et c'est vrai que j'ai la nostalgie. Et moi, j'ai la nostalgie d'une époque où les femmes étaient belles, bien habillées. Je les trouvais, je sais pas, sexy, tout en étant élégante. Et je trouve qu'on a perdu beaucoup de ça. Bon, moi, j'habite Paris, je suis dans une grande ville, je me balade quand même beaucoup. Je suis tout le temps mon Leica autour du cou. Et c'est vrai que je vois que ça devient beaucoup plus compliqué de faire des photos de rue qu'à une époque, parce que d'abord, il y a de la laideur qui m'entoure de plus en plus partout, du béton, des affiches moches. On vit dans une mocheté, dans une médiocrité qui a l'air de ne pas gêner grand monde. C'est ça qui est assez sidérant quand même. Les gens Donc, s'habituent. j'espère que là aussi, il va falloir que tout le monde se réveille un peu, parce que les bagnoles, elles sont de plus en plus laides. Elles ne ressemblent plus à rien, avec des phares agressifs, des logos agressifs. D'ailleurs, j'ai un copain l'autre jour, on parlait de voiture, il me disait j'ai une très bonne voiture, mais elle est très très moche. Et je disais ouais, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, on a des bonnes bagnoles pour conduire, mais en fait, la plupart, elles sont vraiment très très moches. Et on a ça dans plein de choses. Je regarde les jeunes, j'ai une fille quand même de 15 ans, donc je regarde les jeunes, comment elles s'habillent, donc en jogging avec des hugs, tu vois, avec des t-shirts. Très souvent, ça ressemble pas à grand-chose. Alors, est-ce que je suis has-been de penser ça? Moi, je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'ai aimé les films d'Hitchcock, j'ai aimé les films d'Antonioni, j'ai aimé les films de Fellini, j'ai aimé toutes ces femmes qui étaient dans tous ces films et qui avaient une beauté, une classe, un caractère, une personnalité. Et là aussi, on retrouve une société qui est de plus en plus formatée, stéréotypée, et les femmes, malheureusement, en font partie dans leur tenue vestimentaire, avec leurs faux ongles. Là. Alors, des fois, je m'amuse, je dis, mais t'arrives à… Quand je parle avec une fille dans un commerce, je lui dis, t'arrives à pianoter sur ton téléphone avec des ongles comme ça avec des… Un peu sur le côté. Voilà, alors, est-ce que c'est joli? Moi, je trouve pas ça joli, je trouve pas ça élégant. Tous ces gens recouverts de tatouages des pieds à la tête, je me dis, est-ce que c'est beau? Donc, moi, tu vois, je suis cinéaste, je suis écrivain, je m'interroge, quoi. C'est des questions, je suis photographe, donc je m'interroge, je me dis, voilà. Mais tout ça, qu'est-ce que ça dit d'une société? Qu'est-ce que ça dit d'un peuple? Qu'est-ce que ça dit d'une civilisation? Qu'est-ce que ça dit d'une pression médiatique, de mode et autres? Tu vois, il ne faut pas oublier que tout ça, ce sont aussi des manipulations, parce qu'au final, qu'est-ce que le système recherche? C'est du divertissement et de la consommation. Donc, tant que tu t'es diverti, tu ne te poses pas les bonnes questions sur qui tu es, est-ce que tu as une âme? Pourquoi tu vis? C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cette vie? Est-ce que tu as l'impression que tu es dans une vie qui te sert à quelque chose dans ton chemin personnel, ou tu as juste l'impression d'être un pion dans l'échiquier qui avance parce qu'on te dit d'avancer? Toutes ces questions rejoignent ce que je viens de dire sur l'état physique des gens. L'état physique, en général, rejoint l'état intérieur. Donc, comment est ton état intérieur? Tu vois, je m'interroge beaucoup, quelqu'un qui est tatoué des pieds à la tête. Je me dis, c'est quoi son état intérieur? Qu'est-ce qu'il recherche à communiquer? Je ne dis pas que c'est mal, pas du tout. Juste que moi, je m'interroge en tant que citoyen et surtout en tant qu'artiste et aussi en tant qu'homme. Je me dis, c'est pas ce qui m'attire, mais peut-être parce que je suis un cinquantenaire qui est plus du tout l'homme qu'il faut avoir dans ce type de société et qu'il faut rayer de la carte. Mais en attendant, je suis là, donc je regarde, j'observe, je communique et je m'interroge. Ce cinquantenaire écrit divinement bien. Il y a
un chapitre sur la féminité. Et si tu permets, je vais lire une phrase qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. Voilà, c'est donc la définition de la féminité. Durant une nuit bien noire, au premier abord, on ne distingue rien. Et puis, au lever du jour, en explorant convenablement, on découvre, comme une rosée du matin, une féminité si insoupçonnée qu'elle en devient touchante, bouleversante, vibrant de bonheur d'être désarmée de la sorte. J'ai beaucoup apprécié cette définition. Bah, merci, ça me fait plaisir, c'est chouette. Bah non, mais la féminité, elle est, enfin voilà, moi j'adore les femmes féminines. Et justement, moi, je suis fasciné par les femmes, en fait. Que penses-tu du discours actuel, justement, que penses-tu du discours actuel autour du féminisme et de la masculinité? On dit que les hommes deviennent efféminés, il n'y a qu'à voir dans la mode, les défilés de mode, là, c'est tragique. Les femmes. Oui, mais après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire l'image que l'on donne de ça, c'est une image médiatique, c'est une image, mais tu vois, par exemple, on parle beaucoup du wokisme. Je m'écarte un peu, mais c'est pour que on parle beaucoup du wokisme. Moi, je bouge beaucoup. Je vois pas beaucoup de woke dans la rue. Hein. Mais quand tu allumes la radio, la télé, ou quand, enfin, ça m'arrive rarement, mais je zappe et j'ai les infos autrement, on a l'impression qu'on ne parle que de ça. Mais quand tu vas dans la rue, tu croises beaucoup de mecs avec les cheveux bleus, des épingles dans le nez, et tu vois, non, en fait. Donc, c'est toujours ce problème entre la réalité et le récit médiatique et le récit politique. C'est-à-dire que moi, je constate, et d'ailleurs, je le vois beaucoup sur les réseaux, et je l'ai constaté vraiment énormément ces 5 dernières années, c'est-à-dire que d'un seul coup, les médias te balancent quelque chose, ou un politique te balance quelque chose, on va appeler ça un os à ronger, tout le monde se jette dessus, ça dure 48 heures, et tout le monde est là, et en fait, tu te rends compte que l'os à ronger, c'est que dalle, c'est rien du tout, mais ça occupait tout le monde pendant 48 heures, tu vois. Alors, je ne dis pas que c'est toujours des événements mineurs. Il y a aussi parfois des événements majeurs. Alors, qu'est-ce que je pense du féminisme actuel? Moi, de monter les hommes contre les femmes contre les hommes, je trouve ça complètement stupide. Parce que d'abord, on a tous besoin les uns des autres. Moi, j'ai besoin des femmes, mais les femmes, elles ont besoin des hommes. Et parce qu'il y a des choses que savent faire les femmes que physiquement elles ne peuvent pas faire, que les hommes peuvent faire et que les femmes ne peuvent pas faire, et vice-versa. Nous, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, que les femmes sentent. Moi, je vois ma femme a une intuition, ce qu'on appelle l'intuition féminine, mais je suis persuadé que ça existe vraiment, je le ressens. Quand une femme voit quelque chose ou le sent ou le ressent, souvent elles sont beaucoup plus justes ou plus proches d'une situation ou le regard sur un individu qu'un homme. Et d'autre part, l'homme, sur d'autres choses, il a plein de qualités que les femmes ne peuvent pas parce que c'est physiologique à un moment donné, tu vois. Donc, c'est sûr que quand on me dit que les hommes peuvent accoucher, j'écoute même plus ces conneries, quoi. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il y a deux genres, il y a femmes et hommes. Le reste, c'est autre chose. On a besoin de psychologues, on a besoin de psychiatres, on a besoin d'aide, on a besoin de faire un travail avec soi-même. Mais pour le moment, moi, je connais que deux genres, c'est les hommes et les femmes. Bien sûr. Voilà, mais... Et dans Tu vois, là aussi, vers quoi... Pourquoi ça pousse tout ça, là? Pourquoi, depuis 7 ans, donc depuis qu'on a Kéké, là, pourquoi ça pousse dans cette direction? Tu vois, tout est lié. Où elle travaillait, sa mère, à lui. Tout est lié. Donc, il y a un moment donné, voilà, quel est leur Dieu, quelle est leur religion, quel est leur... tout cet état d'esprit, qui les entoure, qui travaille avec eux. Donc, si à un moment, tu ne veux pas voir ce puzzle, c'est des pièces. C'est des pièces, c'est un puzzle. Donc, si tu n'as pas envie de voir, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On ne peut rien faire. Et donc, ça ne sert à rien de perdre du temps avec des gens qui ne veulent rien voir. Il faut passer du temps avec les gens qui ont décidé de voir, d'accepter et de trouver des moyens d'avancer. Et dans ces relations dans les couples, puisque c'est le sujet du livre,
comment l'écriture a éclairé ton propre rapport au couple? Ah, c'est une bonne question. Désolée. Bon, je vais y aller, je crois. Non, c'est une bonne question. Écoute, ma femme a beaucoup aimé le livre, donc déjà je suis content parce que le livre d'avant, elle l'avait vraiment pas du tout aimé. Donc ça me fait plaisir. Oh ben, Euh, elle en est le sujet aussi, hein, donc. oui, oui, oui. Non, mais c'est en fait, oui, bah, je suis un écrivain, donc il y a de l'auto-fiction, tu vois. Je m'amuse aussi bien à dire des choses personnelles et en même temps à créer des choses, des récits, parce que c'est ça qui est amusant dans l'écriture, c'est ce mélange. Ce qui est drôle, c'est que très souvent, d'ailleurs, C'est toujours à deux grilles quand on fait. exactement, mais ce qui est très drôle, c'est que très souvent, les lecteurs que je rencontre concernant mes livres ne voient jamais la deuxième grille. Ils pensent qu'à chaque fois, tout ce que je mets dans mes livres est vrai. Et je ne sais pas si c'est moi qui dégage ça, ou mon énergie, ou mon écriture, ou quoi. Mais quand je leur dis, non, ça, c'est pas vrai, je dis, ah non, non, c'est pas possible, c'est toi, ça. Je dis, mais non, c'est pas moi, j'ai jamais vécu ça. Ou, tu vois, là, je vais sortir un livre de poèmes. Dans mon premier livre de poèmes, il y a plein de poèmes je suis sûr que les gens vont me dire, mais tout ce qui est dans le livre, c'est tout. Tu le penses vraiment? Bah non, parce qu'il y a des poèmes, vraiment, je parle d'un mec qui est mort, je suis pas mort, je suis encore là jusqu'à après. Tu vois, donc c'est ça qui est assez Justement, drôle et qui m'amuse beaucoup. donne-nous le Pardon? titre donne-nous le titre de ce livre de poèmes qui va bientôt Pourquoi est-ce sortir. que personne ne crie? Ça va s'appeler. Oui. Voilà. Donc, je pense que le titre dit bien le résumé je crois qu'il y a que 39 ou 40 poèmes. Donc, je me frotte à ça pour la première fois. Je me sens un peu bizarre parce que je me sens plus un homme de roman, mais je tente quelque chose et je remercie infiniment l'éditeur de croire dans ce livre et de m'avoir dit des belles choses sur ce livre. Ça m'a beaucoup touché, vraiment beaucoup, beaucoup touché. Donc, après, l'écriture, c'est pourquoi tu. Alors, il y a des cinéastes, souvent je m'inspire d'eux, qui disent souvent le film d'après est contre le film d'avant. Bah, mon livre d'avant sur Ruban de Rêve était un roman très dur, avec beaucoup d'humour, mais très dur et qui mettait le doigt là où ça fait mal. Et là, je suis parti vers quelque chose de beaucoup plus positif, quelque chose de plus léger, même si tu dis que c'est profond, c'est vrai, mais dans l'ensemble, je pense que le livre, d'ailleurs, la couverture le dit, que c'est plutôt léger, tu vois. Mais donc, peut-être artistiquement, on va à la suite vers celui qui est contre, tu vois. J'ai fait A, je vais vers B, puis après, bah, je reviendrai Oui, vers A. Puis tu vois, c'est oui, des oui, parties de ping-pong, en fait. oui, oui, Donc, c'est très d'ailleurs, tu vois, complexe. mon livre de poèmes est plus dur que ce livre-là. Donc, tu vois, je Ah reviens oui. à ce ruban de rêve quelque part. Mais après le joli paragraphe très romantique que j'ai lu tout à l'heure, dans ton chapitre sur la belle-mère, c'est un vrai punching ball. Là, tu changes carrément, carrément de ton. Qu'est-ce que la belle-mère? Un être du passé qui désire plus que tout être dans le présent, le vôtre. Un être dont le sang est de la nitroglycérine pure. On reste sur ses gardes avec une belle-mère aux aguets, à l'affût de la moindre remarque, prêt à une attaque surprise, etc., etc. C'est de la nitroglycérine. Ouais, alors là, c'est super drôle parce que tu vois, l'anecdote, ma belle-mère est tombée là-dessus. Ouais, ouais, tu vas rire. Ma belle-mère est tombée là-dessus. Elle n'avait pas lu le livre, mais elle en a entendu parler. Elle a dit, il y a un chapitre sur la belle-mère. Alors, tu parles, premier truc. Et en fait, c'est absolument pas ma belle-mère, hein, dans le livre. Absolument pas ma belle-mère, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais là, je me suis inspiré de beaucoup de gens que je connais. Beaucoup, beaucoup Oui. de gens avec qui j'ai discuté, qui ont beaucoup de problèmes avec leur belle-mère. Et là, je me suis dit, bon, bah, on va faire un chapitre, on va se marrer, on va se lâcher. Et globalement, que représente cette belle-mère pour la plupart des gens que j'ai croisés dans ma vie? Et c'est un petit peu ça, ce résumé-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça se passe vraiment très, très mal. Belle-mère ou beau-père, tu vois. Là, pour moi, je suis Oui, un homme, donc je vais vers les femmes, mais souvent on sent belle-mère. vraiment qu'il y a des vrais soucis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de belles-mères qui veulent être dans le présent. Parce que tu sais, il y a ça aussi chez de nombreuses femmes, plus que chez les hommes, je trouve, qui ont cet instinct maternel. Et cet instinct maternel, quand l'homme ou la femme, mais c'est plus lié au fils, souvent, je l'ai constaté, bah, quand ils grandissent, ils restent toujours leur enfant. Et la femme qui débarque là-dedans et qui prend leur fils, en général, c'est pas facile du tout pour tout le monde. Parce qu'il y a le fils qui veut s'émanciper de sa mère, la mère qui veut essayer de faire croire qu'elle accepte la situation, mais elle ne veut pas lâcher son fils.
Et souvent, d'ailleurs, j'entends des hommes de 50, 60, 70 ans, pas trop, mais ouais, 60 ans qui… Putain, ma mère, elle m'a encore dit ça, mais ma mère, elle me parle comme si j'avais 15 ans ou 12 ans. Normal. Et c'est vrai qu'on le constate régulièrement. Moi, j'ai une mère qui est un peu plus différente, donc j'ai pas trop ce problème-là. Mais je l'entends autour de moi et c'est assez drôle parce que c'est vrai que les mères ont du mal à lâcher leur fils et leur fille, mais je le constate plus, peut-être parce que je suis un homme avec leur garçon, quoi. Leur garçon, c'est leur garçon. Et la femme qui vient prendre leur garçon, elle n'aura jamais l'aval à 100%. Il y aura toujours une petite réserve. C'est ce que je dis un petit peu dans ce chapitre. Oui, tout à fait. Alors, toi qui as une expérience dans le milieu du cinéma, de la télévision et de la culture, quel regard d'artiste portes-tu sur la société en tant Oh là qu'artiste? là. Voilà, on en a pour 2 heures, hein. Bah, j'ai pris ce ruban de rêve justement pour Ouais, tu parler as un quart de d'heure. pour donner mon regard sur le monde du cinéma et de la culture. Donc déjà, il y a déjà beaucoup d'éléments dans ce livre. Non, moi, Bah, est-ce que je- le le- cinéma d'aujourd'hui te semble plus contraint par les débats idéologiques? Est-ce que tu penses que la télévision a évolué depuis tes débuts? Et bah, est-ce que tout a terriblement évolué très rapidement. Après, moi, le milieu, comme je dis souvent, le milieu de la culture est un microcosme dans le macrocosme. Dans le, mi- dans la, enfin, pardon, le milieu de la culture est la petite histoire dans la grande histoire. Donc, comme la grande histoire est d'une médiocrité absolue, qu'on nous pousse tous à devenir médiocres, on nous pousse à devenir cons, on nous pousse à devenir des ânes qui exécutent, qui doivent ne plus réfléchir, qui doivent juste faire ce qu'on leur dit de faire, parce que on le voit bien, tous les jours, c'est ce qu'on nous dit. Tous les jours, voilà, on doit juste être des consommateurs, c'est-à-dire fermer notre gueule et payer. Donc, on crée des taxes, on ne sait plus faire autre chose que des taxes. Et tout y va au tout ce pognon parce que plus rien ne fonctionne dans le pays. Donc, si tu veux, tout ça, on le retrouve aussi dans le monde de la culture. On n'a qu'à voir la thermite là, qu'on a eue place de Vendôme là, pendant 3-4 jours. Moi, je n'étais oui, pas sur Paris à ce moment-là, mais j'ai vu passer, circuler les messages, les images et tout. Bon, c'est oui. sidérant, c'est sidérant. C'est-à-dire, là aussi, on nous envoie un message de médiocrité, de bêtises. On nous prend pour des cons, on nous rabaisse encore, on rabaisse le pays. Mais tout ça est voulu, c'est calculé. Il ne faut pas croire que c'est un hasard, qu'il y a un élu qui s'est dit tiens, on va mettre ça. Non, mais il ne faut pas croire ça une seule seconde. Donc, chaque année, on a son lot d'horreurs qui s'installe place publique. Et on met ça sous le compte de la modernité, du progressisme, de tout ce qu'on veut. Après, tu restes un être humain, tu es face à quelque chose, tu dis est-ce que ça me touche? Est-ce que ça me parle? Bah non. Est-ce que je trouve ça beau? Bah non, je trouve ça laid. Donc, si tu reviens juste à ton sentiment à toi, qu'est-ce que tu ressens? Tu trouves ça moche? Tu trouves ça laid? Donc, tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui déconne. Et donc, je pense que moi, je suis réalisateur, je suis cinéaste, je suis réalisateur. Je ne vois pratiquement plus de films en salle, je ne vais pratiquement plus au cinéma, alors que je suis un fou de cinéma. Donc, je vois beaucoup. Voilà, mais peut-être que là, je suis le mec encore de 50 ans à battre, le ringard. Quand je veux apprendre des choses sur la mise en scène, je regarde des vieux films. Quand je veux apprendre des choses sur la photographie, cinématographie, je regarde des vieux films, je regarde les maîtres qu'on a eus. Alors, on a encore quelques maîtres. Bon, ils ont tous 90 ans, les maîtres. Mais est-ce que je vais voir les films? Voilà, quand je vais voir des films, il y a des gens qui ont beaucoup de talent technique, beaucoup de talent de maîtrise. Mais elle est où la poésie? La vraie poésie? Il n'y en a plus beaucoup. Tu vois? Ce qui parle d'âme à âme, c'est où? Ben, il n'y en a plus beaucoup. On est dans la technologie. Donc, on te fait passer des miettes pour du pain. On essaie de t'emmener dans des choses moi, qui ne me parlent pas trop. Les comédies françaises. Moi, j'en ai fait une des plus drôles. J'ai eu la chance du premier film, Le Dîner de con, c'est l'une des plus drôles. Francis, il avait fait Les Fugitifs, Les Compères. Bien sûr qu'il a raté des films, La Chèvre. Bien sûr qu'il a raté des films, il en a réussi pas mal. Et quand tu vas voir un Francis Weber, surtout ceux-là, tu te dis pas, il me prend pour un con. Tu vois, quand moi je suis le public, j'ai payé ma place, ce mec-là, que t'aimes ou que t'aimes pas son film, tu te dis, il m'a pas pris pour un con. Or, les 3 quarts des comédies françaises qui sortent aujourd'hui te crachent à la gueule et te disent, t'es un connard de public et viens voir ma belle merde que j'ai faite.
Et en plus, on se fout de ta gueule. Tu vois, donc là, on rejoint le petit univers au gros univers. Les politiques font la même chose. Ils nous crachent à la gueule et ils se foutent de notre gueule, H24, avec de nombreux copains qui sont leurs médias subventionnés. Pas tous les médias, mais certains médias subventionnés qui vont dans ce sens-là, qui tous les jours nous crachent à la gueule leurs récits complètement ubuesques, complètement fantasques, complètement irréels. Et ils te diraient, ils sont capables de dire qu'il pleut, alors dehors il fait beau. Tu vois, on en est là aujourd'hui. Donc, je pense que le monde de la culture, moi j'ai plus beaucoup d'admiration pour de nombreux artistes. Aussi bien en musique, aussi bien en cinéma, en littérature. Bon, en littérature, je lis pas beaucoup de romans dernièrement, j'ai pas trop le temps, donc je sais pas trop où ça en est. Mais les films, j'en vois quand même encore beaucoup, parce que même si je vais pas en salle, j'en vois quand même beaucoup à droite à gauche. C'est vrai que je te dis, il nous manque des poètes, des âmes. Il nous manque des âmes. C'est ça dont on a besoin. On n'a pas besoin de techniciens, on n'a pas besoin Elles existent, elles sont étouffées, c'est tout. Bah, il y a ça, alors il y a cet autre phénomène que tu décris, qui est un phénomène extrêmement important, c'est-à-dire qu'on est dans une masse de sorties colossale. Donc même quand il y a des belles choses, on ne les voit pas. C'est vrai que ça, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que je parle d'une manière un peu majoritaire, mais il y a toujours des pépites, il y a toujours de toute façon les 80-20. Il y a 20% de gens qui sont extraordinaires, qui font des très très belles choses et qui se battent pour que le cinéma existe. J'en parle régulièrement de ça. Ces gens-là, ils ont toute mon admiration parce que je peux vous dire que c'est vraiment très très dur de faire des films. Et puis il y a 80%, bon bah là on ne sait pas ce qu'ils foutent là. On dit bon bah ils se sont dit bah la place est meilleure là que si j'allais bosser ailleurs. Mais tu te demandes ce qu'ils foutent là, quoi, tu vois. Puis comme aujourd'hui c'est les copains qui travaillent, il faut avoir des copains aujourd'hui. Il faut avoir du talent, il faut avoir des copains, il faut des connexions. Et puis comme on est dans une société où un médiocre, il ne va pas aller chercher un mec compétent, un médiocre, il va aller chercher un autre médiocre pour que ce médiocre lui soit reconnaissant de l'avoir pris, mais que ce médiocre lui fasse pas de l'ombre. Tu vois, voilà. Donc c'est tout un système d'idiocratie, de médiocrité qui s'est installé. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, pas du tout. Mais globalement, on voit bien que ça déconne grave, quoi. Donc il y a un gros problème dans la transmission des valeurs. Et justement, à ce propos, qu'aimerais-tu transmettre à tes enfants dans ce monde en mouvement? Alors moi, je communique beaucoup avec mes enfants, c'est-à-dire je leur explique tout et je leur dis tout et je leur dis la vérité. C'est-à-dire que je leur raconte d'abord, mes enfants, depuis qu'ils sont nés, je leur dis pas « Bonjour, comment ça va aujourd'hui? T'as passé une bonne journée? Ça s'est bien passé à l'école ?» Non, déjà, on ne les infantilise pas en leur parlant comme à des débiles mentaux. Hein. On essaie de leur parler normalement, de les prendre comme des êtres, parce que mes enfants ne sont pas mes enfants. Mes enfants sont des êtres qui vont devenir des adultes plus tard. Ils ne m'appartiennent pas. Ce sont des êtres libres. Moi, je suis là pour essayer de leur donner une bonne éducation, de leur amener ce que je crois être mes valeurs, ou des valeurs, on va dire, humanistes et sociétales. Elles sont peut-être complètement bidons, mais pour eux, peut-être que dans 10 ans, ils me diront, mais c'était n'importe quoi, tes convictions. Peu importe. Mon rôle de père, exactement, mon rôle de père, il est d'être là, déjà d'être présent, de m'occuper d'eux, de leur parler, de communiquer et de leur dire ce qui est positif et ce qui est négatif. Il faut en faire des êtres équilibrés sur 2 pieds. Dans les 2 pieds, il y a un pied qui est dans le positif et un pied qui est dans le négatif. Un pied dans la matière, un pied dans le spirituel. Ces 2 pieds-là sont extrêmement importants. Donc, c'est toujours d'essayer de trouver cet équilibre. Ce qui n'est pas évident parce que même pour nous, cet équilibre, il n'est pas évident non plus. Nous vivons dans la matière, nous vivons dans un système qui nous pousse à aimer que la matière et que dans la matière, parce que tant que tu es dans la matière, tu n'es pas dans le spirituel. Mais on ne peut pas vivre sans le spirituel, même s'ils essayent de nous déconnecter de notre âme et de notre spiritualité, de notre moi intérieur. Comment on peut leur parler de repères? C'est très simple, tu parles à tes enfants avec la plus grande vérité possible, qui est ta vérité. C'est-à-dire de leur dire qu'il y a le bien et il y a le mal, qu'il y a, il y a tout un système qui s'est mis en place pour nous divertir et donc de nous occuper. Dans le divertissement, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des mauvaises choses. Qu'il faut trouver cet équilibre dans la matière, c'est-à-dire, oui, aimer les objets, aimer les beaux objets, pouvoir s'acheter des belles choses, etc., mais qu'il n'y a pas que ça dans le monde, qu'il n'y a pas que ça, et que comment on les fabrique, avec qui, et qu'est-ce qu'on fait de ces objets, et que, quand tu achètes, tu as un pouvoir, c'est toi qui as le pouvoir. C'est pas les autres, c'est toi qui as le pouvoir. C'est toi qui achètes, c'est toi qui appuies sur la télé pour regarder
ta chaîne. C'est toi qui achètes ton journal. C'est toi qui. C'est pas eux. On croit que c'est eux qui ont le pouvoir, mais ils n'ont pas le pouvoir. Si demain, on est 30 millions dans la rue à dire stop aux taxes, ou 40 millions, Voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. Il ne faut Tu pas vois, donc oublier il faut que le mindset, et c'est ça que j'essaie moi d'expliquer à mes enfants pour leur futur, il faut que le mindset de tout le monde change. Mais c'est toujours pareil, si tu t'en prends aux enfants à la naissance, que tu les mets dans une matrice et que tu leur dis le monde c'est comme ça, un boulet au pied, tu dois avancer pour servir l'État, pour payer tes charges, pour payer tes taxes, pour pouvoir consommer, pour avoir le droit d'acheter la BMW. Voilà, c'est ça ta vie, c'est ça ton monde. Mais en fait, ouais. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais si toi, tu es là pour leur expliquer ce que c'est que la liberté, ce que c'est que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides ce que tu achètes, c'est toi qui décides ce qui existe ou pas. Mais il faudrait qu'on soit des millions à en être plus conscients. Alors, comment réagissent-ils à ton discours par rapport à leurs camarades qui ne doivent pas entendre forcément la même chose chez eux? Qu'est-ce qu'ils t'en disent? Écoute, je suis un peu. Je ne peux pas répondre à cette question parce que d'abord, moi, j'habite à Paris, donc je suis dans un milieu, j'évolue dans un milieu plutôt, on va dire, favorisé. Donc, je ne peux pas répondre globalement sur ce qui se passe, je ne sais pas. Je vois que mes enfants, globalement, avec tout le monde, ça se passe très bien et que les enfants qui côtoient sont des gamins super. Donc, en étant aussi dans une certaine mixité, parce que moi, ils sont dans le public et tout, donc j'ai aucun problème avec tout ça. Moi, je vois que s'ils sont dans des collèges et dans des lycées qui se passent vraiment bien, où les professeurs sont vraiment chouettes, les directeurs et directrices font bien leur boulot. Et donc, je suis. Bien sûr, il y a plein d'endroits où ça va mal. Hein. J'ai des échos, c'est une catastrophe. Mais concernant mon environnement, moi, je suis assez. Bien sûr qu'on voit une dégradation, parce que j'en parle avec des professeurs, etc. etc. Mais voilà. Par contre, là, je vois que dernièrement, mes enfants m'ont parlé, et ils m'en ont parlé de ce qu'ils se disent à l'école concernant tout ce qui se passe à l'étranger, dans des pays en guerre, et je suis agréablement surpris de leur, vraiment, de leur... ils boycottent certaines choses, certaines marques maintenant, avec leurs copains et copines, et je suis, alors là, je suis vraiment surpris, agréablement surpris, très heureux de ça, et de voir que, oui, il y a un impact, et je me rends compte que là aussi, l'état d'esprit va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie des jeunes qui ont compris dans quel monde on voulait les emmener et qui ont compris que ça n'allait pas se passer comme ça, même avec eux. Et ça, c'est très réjouissant. Mais je pense que peut-être que d'autres parents font le même travail que moi, c'est-à-dire le travail de communication et de se dire les choses. Moi, je dis les choses à mes enfants. Oui. Alors des fois, ils me disent, écoute, tu nous gaves, tu nous embêtes. Mais moi, ils sont au courant de tout concernant les sujets qui... Ouais. Il n'y a rien de pire que de cacher les choses. Regarde les adultes que ça fait quand tu caches les choses. Ah oui. Ça fait des dégâts monstrueux. Et aussi leur apprendre la frustration. Si tu n'apprends pas la frustration à tes enfants, tu vas en faire des adultes insupportables. Et quand je dis la frustration, c'est voilà, il faut trouver cet équilibre en leur disant quand c'est non, c'est non. Ça, c'est pas possible. Ça, non, tu le fais pas. Ça, tu ne l'auras pas. Tu vois, il faut c'est Amélie Nothomb qui en parle très bien à propos de son dernier livre sur sa mère. Elle l'a sauvée parce que sa mère lui disait « ça, tu n'as pas le droit. C'est pas possible, tu n'as pas le droit. » Et elle dit « ça m'a sauvée. » Il faut lire son livre. Moi, je leur apprends l'importance du non. Oui. Quand on te dit non, c'est non. Et ça, c'est extrêmement important. Une parole est extrêmement importante et le non est encore plus important. Quand tu es face à un problème ou quand tu es dans une situation et que tu dis non, et il faut que la personne en face de toi comprenne ce non, ce que ça veut dire. C'est pas facile à dire. Hein. C'est pas facile, mais c'est très important. Le vocabulaire est simple. Hein. Oui, non, merci, bonjour. Tu vois, c'est très simple. Hein. Et bien déjà, quand tu sais bien gérer ces 4 mots-là, et s'il vous plaît, 5 mots-là, déjà, dans la vie, ça ne se passe pas de la même manière. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en quels termes tu définirais l'avenir que tu souhaites à la génération qui arrive? Tu as quasiment répondu. Ah bah moi, je veux une génération consciente. Moi, c'est tout ce que je demande, un réveil des consciences. C'est mon mot-clé maintenant, c'est réveil des consciences, réveil des consciences. Parce que tant qu'on aura un monde qui dort, tu sais, c'est simple hein, la règle, hein, c'est 1% de la population qui paye 3% de la population
pour empêcher 5% de la population de réveiller quoi, 90 ou 91% de la population. C'est exactement ça ce qui se passe. Oui. Voilà, donc on a 3% de la population qui sont gavés comme des oies pour empêcher les 5% dont nous on fait partie de dire aux autres, les petites lumières, attention, on tire les sonnettes d'alarme là. C'est maintenant, parce que dans 10 ans, c'est terminé, les sonnettes d'alarme, elles n'existeront même plus. Donc non, les jeunes, il faut absolument qu'ils sortent le nez de leur smartphone. Alors c'est bien un smartphone, c'est super, hein, mais j'ai écrit un poème là-dessus justement, ça s'appelle Paix à son âme. Je crois que c'est ça le titre. Et non, c'est hyper important il faut que les enfants vivent leur vie d'enfant. C'est extrêmement important. Tu vois, que les ados vivent leur vie d'ado. C'est extrêmement important pour leur construction d'adultes. Mais il faut aussi trouver cet équilibre pour leur dire attention, regarde bien ce qui se met en place. Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu veux vraiment vivre là-dedans? Parce que ces petites lumières-là qui font que tu éveilles petit à petit des consciences. Tu leur dis pas qu'ils doivent penser comme ça, tu leur dis juste regarde, observe, tu veux ça? Si tu veux ça, va là-bas. Mais si tu veux pas ça, trouve des moyens de lutter. Trouve des moyens d'arrondir la chose. Trouve des moyens, à ton humble niveau, tout le monde peut agir. Je me souviens, j'ai un exemple, j'adore cet exemple. Pendant toute la merde de la pandémie, là, c'est de leur connerie, il y a une jeune, donc les gens comme nous, on n'avait pas accès aux hôpitaux, hein, bien sûr. Oui, et il y a une jeunette, c'était génial, elle avait trouvé tout le moyen de résister, c'était parfait. Elle a dit, bah, moi je suis payée par l'État, je surveille les entrées des hôpitaux, mais en fait je laisse rentrer tout le monde. Voilà, ça c'est un acte de résistance, intelligent, oui. Voilà, et c'est tout simple et c'est à la portée de tout le monde. Et si tout le monde, à son niveau, dans sa vie professionnelle, dans son travail ou dans sa vie sociale, a un accès comme ça pour agir de cette manière-là, et ben, si on fait tout ça, l'humanité va se porter à merveille. J'en suis convaincu. Alors, dans ton livre, tu commences à l'école primaire et tu vas jusqu'à la fin de la vie. Et qu'aimerais-tu que les lecteurs retiennent de ton livre au-delà du titre? Ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que c'est... alors, je me place en tant qu'homme, mais c'est un message d'amour pour les femmes. Ben, bien sûr pour ma femme, mais c'est un message d'amour pour toutes les femmes. De leur dire, il faut que les femmes, elles s'aiment. Et là aussi, j'en reviens à un autre problème. Il faut que les gens s'aiment. Mais pas s'aimer d'une façon narcissique. C'est s'aimer pour exactement, vraiment, pour être bien avec soi-même. Donc, si tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec les autres. Et là aussi, tout est fait pour que tu ne t'aimes pas, que tu te déprécies. Alors, non, je ne te parle pas de la photo narcissique où tu fais ta bouche en cul de poule, là, pour être sur voilà, machin, les trucs, toutes ces conneries. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de toi, qui tu es, ce que tu veux être. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, que les gens s'aiment véritablement et qu'ils arrêtent d'être en combat avec eux-mêmes. Et si déjà, toutes ces phases-là, elles arrivent à être plutôt majoritaires, je te jure, demain, la société, elle est complètement transformée. Merci Steve, merci pour ton regard sincère. Merci de votre invitation. Sans jugement sur un monde si complexe. Alors, en rappelant ce livre, Pourquoi j'ai choisi ma femme, j'invite vraiment tout le monde à se procurer et à lire. Il se dévore, il est très facile à lire et très très agréable puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs couches de lecture. C'est Pourquoi j'ai choisi ma femme aux éditions Les Impliqués, mais notons aussi à venir ce prochain livre de poésie, Pourquoi est-ce que personne ne crie, qui sera publié chez, tu peux le dire ou pas? L'Harmattan. L'Harmattan, voilà. Merci beaucoup. Je fais des allers-retours entre les... Oui, le premier était chez l'Harmattan aussi. Ouais, mais c'est chouette, moi je suis content. Merci beaucoup et merci pour la réalisation à l'équipe technique. Merci pour cette soirée. À bientôt, Steve. Continue. À bientôt, Jackie. Ouais. Dans ta réalisation, tes enregistrements, ton tournage actuel, l'écriture, les poèmes, les romans. Une vie bien riche et bien remplie. Et vous, chers amis internautes, je vous dis bonsoir. Merci la vie. Merci la vie. La vie est belle.